tous et à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire consacrée toujours au 19e siècle en France, mais cette fois à la condition des femmes durant tout le 19e siècle. Commençons par revenir à la fin de la leçon précédente avec le personnage d'Hubertine Auclair, c'est-à-dire ce qu'on a appelé à une époque les suffragettes. Les suffragettes sont donc les femmes qui réclament le droit de vote, puisque depuis la Révolution française, on a accordé différents types de suffrages aux hommes, vous l'avez déjà vu, parfois un suffrage dit universel, parfois un suffrage dit censitaire, mais les femmes en ont été presque toujours exclues. Dès la Révolution française, Olympe de Gouges est connue pour avoir rédigé une déclaration des droits de la citoyenne et de la femme. Au XIXe siècle, le combat de femmes se poursuit pour exiger l'égalité avec les hommes, autour de trois grandes revendications: le vote, le travail et le droit au divorce. Nous commençons donc par le vote. Hubertine Auclair, vous avez dû le lire dans le document, justifie les droits des femmes en expliquant qu'on exige d'elles un certain nombre de devoirs. Et s'il y a un lien entre les droits et les devoirs, alors les femmes n'ont aucune raison d'être exclues par les hommes de la vie politique. Les femmes payent des impôts, elles doivent donc décider à quoi sert cet impôt. Les femmes obéissent aux lois, elles doivent donc pouvoir décider quelles sont les lois. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Si l'on accepte de priver les femmes d'un certain nombre de droits et donc de faire des catégories inférieures et supérieures dans la société, comment argumenter ensuite pour la défense d'autres catégories de la population qui sont injustement traitées, comme les ouvriers auxquels elle s'adresse dans un congrès à Marseille en 1879. Ses adversaires vont tenter de trouver toutes sortes de justifications pour continuer d'écarter les femmes. Première justification, le domaine réservé des femmes serait la maison, tandis que c'est l'homme qui se chargerait des relations avec l'extérieur. C'est une vision traditionnelle de la famille, mais qui ne fonctionne plus vraiment au XIXe siècle avec le développement du salariat. Beaucoup de femmes vont déjà travailler en dehors de la famille, nous allons y revenir dans un deuxième temps. Deuxième justification, si les femmes effectuent bien un certain nombre de devoirs, comme payer l'impôt, elles ne participent pas à la défense du pays à travers l'armée. Mais pour comprendre en quoi cet argument est plutôt hypocrite, on va s'intéresser à une deuxième figure de femme militante au XIXe siècle, Louise Michel. Si l'on se rappelle de la fin du Deuxième Empire, vu dans la leçon précédente, Louis-Napoléon Bonaparte a été fait prisonnier à Sedan dans une guerre contre la Prusse et la République est proclamée. Mais cette nouvelle République organise des élections et le gouvernement qui en est issu décide d'accepter la paix demandée par la Prusse avec, par exemple, la perte de l'Alsace-Lorraine, alors qu'une partie de la population veut continuer la guerre pour la gagner, cette fois au nom de la République. À Paris, un soulèvement a lieu quand on vient récupérer les canons pour empêcher la suite des combats. La commune de Paris se met en place, elle va durer quelques mois. Quelques autres villes en France, d'ailleurs, tenteront d'établir le même type de gouvernement comme à Lyon ou au Creusot, dont nous avons déjà parlé. Mais la commune de Paris est la seule qui ait eu le temps de mettre en place des mesures importantes. Et parmi ces mesures, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, l'instruction obligatoire, qui n'existe pas encore en 1870, et des femmes qui participent à la défense de la ville et qui deviennent donc soldats, comme Louise Michel. Les hommes qui dirigent le gouvernement de la République opposés à la commune, on les appelle les Versaillais, vont envoyer l'armée pour récupérer la ville de Paris. Les combats sont terribles et de très nombreux prisonniers sont exécutés, plus de 10 000 morts en une semaine. À son procès, Louise Michel, qui est une militante connue, réclame sa part de plomb, c'est-à-dire qu'elle demande à être fusillée exactement comme les hommes qui ont fait la même chose qu'elle. Elle lance un défi aux juges: condamnez-moi si vous l'osez. Et les juges n'osent pas. Parce que s'ils condamnent Louise Michel, ils reconnaissent qu'une femme a été capable de se battre contre eux, d'être un adversaire au même titre que tous les autres hommes. Louise Michel est donc condamnée à être déportée en Nouvelle-Calédonie, où elle écrira d'ailleurs un certain nombre d'articles contre la colonisation.
Parce que reconnaître aux femmes la possibilité de se battre, c'est reconnaître une fois encore qu'elles devraient avoir le droit de voter. Dès la Révolution française, Olympe de Gouges avait dit que si les femmes pouvaient être condamnées à la guillotine, il n'y avait pas de raison qu'elles ne puissent pas avoir le droit de vote. Deuxième aspect de la condition des femmes au XIXe siècle, le travail. Bien entendu, les femmes ont toujours travaillé dans la société. C'est la manière dont elles travaillent qui a changé au cours de l'histoire. Pour les femmes paysannes, dont vous avez une image dans le manuel qui illustre les travaux, la plupart du temps, elles travaillent sur une exploitation qui appartient à leur mari. Ce qui signifie que si on attend d'elles un travail quotidien tout au long de l'année, elles ne sont pas reconnues juridiquement. La gestion de la ferme revient au mari, et c'est le mari, chef de famille, qui décide de quoi faire des revenus de la ferme. Le deuxième aspect de ce travail au champ, c'est que sur le tableau, on ne voit que des femmes. Cela ne veut pas du tout dire que les hommes ne travaillaient pas dans les champs. Cela veut dire qu'en réalité, pour la plupart des métiers, il y avait une division entre ce que font les hommes et ce que font les femmes. Ici, les hommes coupent le blé que les femmes récupèrent. Chaque travail agricole est donc effectué soit par les hommes, soit par les femmes du village. Voyons maintenant la question de la révolution industrielle. Sur la photographie du manuel, vous voyez des femmes qui travaillent à la mine. Et plusieurs lois au XIXe siècle ont limité le travail des enfants puis des femmes dans les tunnels de la mine elle-même. Ici, ces femmes sont donc affectées au triage du charbon. Et là encore, ce sont quasiment uniquement des femmes qui s'en occupent, les quelques hommes que vous voyez sur l'image étant plutôt les contremaîtres chargés de les surveiller. Il ne faudrait pas croire pour autant que les femmes n'auraient pas de travaux difficiles et très physiques à mener. Pendant tout le long du XIXe siècle, on a pu constater que les femmes de telle ou telle ville subissaient de très mauvais traitements dans l'industrie textile, dans l'industrie chimique. Et si des lois ont distingué ce que les femmes pouvaient faire comme travail, c'est avant tout parce que même les chefs d'entreprise commençaient à s'inquiéter de la possibilité pour les femmes de continuer à avoir des enfants dans l'état de santé très mauvais dans lequel elles se retrouvaient après quelques années à travailler dans l'industrie. Enfin, on voit encore la division du travail entre hommes et femmes à travers les derniers documents du manuel qui nous permettent de voir des femmes domestiques ou des femmes employées de commerce. Mais dans ce cas, comme dans tous les précédents, il ne faut pas oublier que pour leur travail, les femmes sont toujours payées moins que les hommes à cette époque. Certains d'entre vous auront déjà eu l'occasion d'en parler en EMC. Les lois pour indiquer qu'une femme doit être payée de la même manière qu'un homme datent de la fin du XXe siècle. Et en 2020, l'écart de salaire dans la réalité entre les hommes et les femmes reste extrêmement important. Merci de votre attention, bon courage à tous et à bientôt pour une dernière vidéo d'histoire sur le XIXe siècle. Au revoir.